transfert d'embryons frais ou congelés, les 3 critères pour choisir. Dans cette vidéo, nous parlerons des 3 critères pour choisir entre un transfert d'embryons frais ou un transfert d'embryons congelés. Et dans ces 3 critères, nous discuterons de l'équilibre hormonal, nous parlerons également de la vascularisation et des pathologies associées. Évidemment, pour décider s'il est préférable de faire un transfert frais ou un transfert congelé, il est important d'en parler avec votre médecin. C'est lui qui sera le premier décideur et qui pourra vous orienter au mieux. Maintenant, si a priori votre médecin n'a pas d'avis clair sur la question et vous laisse le champ de décision, eh bien cette vidéo va vous permettre d'établir les critères sur lesquels vous devez vous baser pour prendre la meilleure décision. Bonjour, je suis Virginie Terrier et je suis la cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Goodman et je suis la cofondatrice de Fertiline. Si vous aimez nos contenus vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions sur nos solutions, n'hésitez pas à réserver un bilan de situation, c'est gratuit avec l'une de nos collaboratrices. Le premier critère qu'il faut considérer, c'est l'équilibre hormonal. Effectivement, après une stimulation, tout le monde n'a pas la même réponse. On peut se retrouver avec un taux d'œstrogène très élevé, avec un taux de progestérone parfois très élevé, parfois insuffisant. On peut avoir une grande variabilité. La première chose, c'est quel est le taux d'œstrogène. Et ça, probablement que votre médecin va vous alerter là-dessus. Si votre taux d'œstrogène est extrêmement haut, et notamment qu'il dépasse par exemple 2500 ou 3000, là probablement le transfert sera différé puisque ce transfert frais représenterait un risque de ce qu'on appelle l'hyperstimulation, c'est-à-dire que l'ovaire a été trop sollicité, ensuite l'ovaire va produire de la progestérone par le biais du corps jaune, ce qui va augmenter encore sa sollicitation, et là on risque vraiment d'avoir un contexte d'inflammation, voire même d'œdème en fait autour des ovaires qui peut vraiment compliquer le début de grossesse. Donc si le taux d'œstrogène est trop haut, le risque d'hyperstimulation est trop grand et là votre médecin décidera probablement de décaler le transfert et de faire un transfert d'embryon congelé. Mais attention, le taux d'œstrogène n'est pas le seul critère. Il y a aussi un critère relatif, c'est-à-dire que finalement, les œstrogènes sont les hormones effectivement de la phase folliculaires qui sont produites en grande quantité quand on a une stimulation et l'hormone de l'implantation est plutôt la progestérone. Donc en fait, ce qu'il faut aussi regarder, c'est un petit peu l'équilibre entre les deux, l'équilibre entre les œstrogènes et la progestérone. Si vous avez effectivement une quantité trop importante d'œstrogène et une quantité de progestérone qui reste classique, normale, vous risquez d'être dans ce qu'on appelle une hyperœstrogénie relative. Trop d'œstrogène par rapport à la progestérone, ce qui risque de péjorer le climat d'implantation puisque l'endomètre risque de s'irriguer beaucoup moins bien que si le taux était équilibré. Dans ce cas, si on a effectivement un taux d'œstrogène qui est très élevé et finalement un taux de progestérone qui reste normal ou qui reste plutôt bas, eh bien il serait préférable de différer le transfert et de réaliser le transfert sur un prochain cycle et donc avec des embryons congelés. Le second critère, c'est les pathologies associées. Quelles sont les pathologies associées justement à votre infertilité? Est-ce que vous avez par exemple une insuffisance ovarienne? Est-ce que vous avez un syndrome des ovaires polykystiques? Est-ce que vous avez une endométriose? Est-ce que vous n'avez rien de tout ça? Et en fait, s'il y a une pathologie associée, il faut se poser la question de quel est l'impact de la stimulation sur ma pathologie associée. Et là, vous allez voir qu'il y a des variantes et qu'il n'y a absolument pas de règle absolue. C'est-à-dire que finalement, si vous êtes plutôt dans une situation d'insuffisance ovarienne, le fait d'avoir une stimulation et un transfert frais post-stimulation, c'est plutôt un élément favorable puisqu'en réalité, ça va augmenter votre taux d'hormones, la stimulation va augmenter votre pool hormonal et va probablement améliorer les critères d'implantation. Par contre, si vous avez une endométriose ou une adénomiose, eh bien finalement, cette stimulation qui va faire monter le taux d'œstrogène, va faire monter la pression au niveau de cette endométriose, va probablement créer une prolifération du tissu endométrial et donc va représenter un risque augmenté pour un transfert frais. Donc en fonction des pathologies associées, il y a aussi un élément de réflexion à avoir à ce niveau-là. Souvent, dans une insuffisance ovarienne, il sera beaucoup plus idéal de transférer frais si le taux d'œstrogène n'est pas excessif et ce serait d'ailleurs un petit peu décorrélé. Si le taux d'œstrogène était excessif dans une insuffisance ovarienne, c'est souvent pas le tableau qu'on a. Donc insuffisance ovarienne,
on va plutôt aller sur un transfert frais si le contexte le permet. Et par contre, dans le cadre d'une endométriose ou dans le cadre d'un syndrome des ovaires polykystiques, dans lequel on a aussi souvent une hyperœstrogénie relative et des ovaires qui ont un côté très très hyperactif, il est souvent préférable de décaler le transfert et de transférer sur un cycle suivant. Donc vous voyez que d'une pathologie à une autre, on va avoir une réflexion complètement différente. Et d'ailleurs, dans le cadre d'une insuffisance ovarienne, on sait que par exemple, un des critères clés qu'on doit atteindre, c'est la taille de l'endomètre pour le transfert. Et bien évidemment, le fait de transférer directement après une stimulation va souvent nous permettre d'avoir un endomètre beaucoup plus épais, de meilleure taille et de meilleure structure. Donc vraiment, ce contexte des pathologies associées, il faut y penser et en faire un des éléments de réflexion. Le troisième critère, c'est la vascularisation. Est-ce qu'on est en capacité de bien vasculariser ou non? On en a déjà parlé dans pas mal de capsules vidéo. L'endomètre a une vascularisation, une circulation sanguine qui est très spécifique. Ce sont de très petits vaisseaux qui sont très sensibles aux variations de la fluidité du sang. Et en fait, lorsqu'on va faire une stimulation, on va avoir tendance à faire monter le taux d'œstrogène et à épaissir un petit peu la texture du sang. C'est une des raisons pour lesquelles, avec un taux d'œstrogène très élevé, on a plus de risque de thrombose. Et ça, c'est pas vraiment le risque qui nous inquiète là dans le côté transfert, mais c'est plutôt le risque de microthrombose. On n'arrive pas à savoir en fait au niveau de l'endomètre si justement la circulation peut se complexifier et péjorer un contexte d'implantation. Raison pour laquelle si on sait qu'on a une mauvaise vascularisation, il serait préférable aussi de décaler le transfert pour ne plus avoir l'effet de l'hyperœstrogénie, puisqu'évidemment la stimulation va faire monter le taux d'œstrogène et donc ce taux d'œstrogène très élevé va augmenter la viscosité du sang, va en diminuer la fluidité, on aura des critères de vascularisation qui seront légèrement diminués et si on veut vraiment être favorable à l'implantation, et bien dans ce cas-là, il vaudra mieux décaler le transfert pour améliorer justement les critères d'implantation. Donc bien évidemment, si vous avez déjà des signes de mauvaise vascularisation, de mauvaise circulation sanguine, c'est-à-dire par exemple les jambes lourdes, c'est-à-dire des petites varicosités, une fragilité vasculaire, ou si vous savez que dans vos analyses sanguines, vous avez des critères tels que le taux de prothrombine qui est trop élevé, la vitesse de sédimentation qui est trop élevée, vraiment des critères de fluidité sanguine qui ne sont pas très bons, eh bien il faudra vraiment avoir cette réflexion et prendre cette précaution de transférer peut-être sur un autre cycle pour ne pas avoir l'effet délétère des oestrogènes sur les critères de vascularisation. Peut-être que tout ça paraît complexe parce qu'on peut se dire mais oui en fait j'ai des critères de mauvaise vascularisation mais en même temps je suis en insuffisance ovarienne et du coup on sait plus trop quoi choisir et si le médecin ne donne pas d'orientation claire, ben finalement on peut être un petit peu perdu dans ce qu'on doit faire ou mettre en place en termes de mode de transfert. Il est vrai que c'est exactement ce qu'on amène dans les accompagnements fertilines, c'est-à-dire que chacun des thérapeutes est à même de vous aider en fait à prendre ce genre de décision en fonction de vos critères et en fonction de la lecture et de l'intégration de tous ces critères-là et de beaucoup d'autres critères aussi. Là, on parlait justement des critères physiologiques qui nous permettent justement de déterminer un choix, mais en ce qui concerne les critères statistiques aussi, Adva, est-ce qu'il y a vraiment une différence de taux de succès entre les transferts frais et les transferts d'embryons congelés? Alors, il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a un bénéfice à faire un transfert frais ou un transfert congelé. C'est quelque chose que vous devez discuter donc avec votre médecin, mais aussi avec la clinique dans laquelle vous allez, parce que certaines cliniques ont des meilleurs taux de succès avec des transferts frais et d'autres des meilleurs taux de succès avec des transferts congelés. Un critère qui peut être très important aussi à prendre en considération, c'est de savoir quels sont les embryons en fait qui sont congelés. Est-ce que tous les embryons qui arrivent à J5 sont congelés ou seulement les embryons de meilleure qualité qui peuvent donner, en tout cas à de bonnes statistiques de donner une grossesse. La question aussi, c'est de connaître le taux de succès de la décongélation des embryons. De la clinique. De la clinique, exactement. Parce que c'est vrai que certaines cliniques ont des taux de succès de décongélation très élevés, et ça c'est souvent le cas lorsqu'on congèle que des très bons embryons. D'autres cliniques, malheureusement c'est le cas en France, ont des taux de succès de décongélation qui sont moins bons, parce qu'on va congeler souvent des embryons qui sont pas forcément au top du top. On va congeler tous les embryons en fait issus du cycle. Maintenant, la question aussi, c'est qu'il y a différentes méthodes de transfert congelé. On sait qu'on peut transférer sur cycle naturel. La méthode qui est la plus utilisée, c'est le cycle artificiel. Quelle est la meilleure méthode finalement? Effectivement, il y a différentes méthodes, les cycles naturels, les cycles substitués. Et là encore, c'est une discussion en fonction de la configuration de chaque personne. Et d'ailleurs, c'est une question qui est relativement complexe. On ne va pas pouvoir répondre à cette question en quelques phrases. Et je vous suggère, pour répondre à cette question, de regarder la vidéo sur le sujet
des transferts d'embryons congelés, quelle méthode choisir? Est-ce qu'on transfère sur un cycle naturel ou sur un cycle substitué en fonction justement de sa physiologie, de ses critères physiologiques? Et là encore, il y a une grande variabilité. Il n'y a pas de vérité absolue. Il faut vraiment voir en fonction de ces critères quelle est effectivement la bonne méthode. Donc je vous renvoie effectivement sur cette vidéo qui sera beaucoup plus claire et explicative sur le sujet.